Bon, bah, merci d'être venu ce soir. En fait, la conversation là, qu'on va mener aujourd'hui avec Oda s'inscrit dans un cycle de conférences que j'ai intitulé S'émerveiller, dans lequel c'est un partenariat avec une dizaine de galeries du Marais qui accompagnent justement certains artistes qui travaillent essentiellement sur le rapport à la nature, la question du rêve, de l'onirisme. Et pour moi, S'émerveiller, c'est vraiment l'idée d'interroger la magie de l'art à déplacer le regard et à nous faire voir en fait les choses autrement et soit à nous faire re-regarder les choses du quotidien qu'on ne voit plus, soit à nous faire prendre conscience en fait des réalités merveilleuses qui nous entourent. Et c'est vrai que la peinture d'Oda, pour moi, c'était important de faire cet échange avec elle parce qu'elle est très importante par rapport à ces questions de l'émerveillement. Et je commence toujours, Oda, les échanges comme ça sur la question d'avant, de l'enfance. Et c'est vrai que la notion d'émerveillement, elle est souvent liée à la question de l'enfance. Et en fait, j'aimerais savoir, quand on regarde ta peinture, et tout particulièrement là, les tableaux qui sont présents, on voit évidemment la présence de la nature et beaucoup la présence de l'enfance. Est-ce que tu peux, on remarque aussi d'ailleurs au niveau des détails, souvent une attention que tu portes à des détails, des choses du quotidien qui peuvent être de l'ordre d'une, je ne sais pas, la douceur d'une lumière, la douceur des cheveux du petit enfant dans le cou derrière, la texture d'une larme. Donc vraiment une attention à des petites choses de l'ordre de la quotidienneté, du merveilleux. Est-ce que tu peux, Oda, si on remonte justement dans tes souvenirs d'enfance, est-ce que tu as des souvenirs de ce qui serait l'origine en fait de ces premiers amours pour le réel autour de toi, la beauté de paysage, de la lumière et aussi peut-être le goût de la terre. On sent beaucoup l'amour chez toi de la peinture, de la matière. Et du coup, je pense que ça s'origine dans un rapport aussi à la texture des choses, la texture d'une peau, la texture granuleuse de la terre. Est-ce que tu as dans ton enfance des souvenirs d'avoir travaillé, par exemple, la terre? Il me semble que tu m'avais parlé de souvenirs même de sculptures que tu aurais travaillé. Oui, tu as raison. Et quand je pense maintenant, pour moi l'enfance, être enfant, c'est de vivre avec de grands yeux, de voir cet sentiment, sensation, les choses pour la première fois. Moi, je me souviens de marcher, juste ce mouvement. Et je me souviens, je pense que j'ai eu peut-être 3 ans, 4 ans, juste le sentiment, qu'est-ce que c'est formidable d'avancer. Oh, bien sûr, plus fort. De marcher et d'avancer. Après la lumière, c'est vrai. Et toutes les choses de connaître. Je pense quand on grandit, tout devient un peu normal, c'est quelque chose qui est normal, mais rien n'est normal. Et moi, je trouve tout, quand je prends les enfants et le maître, je cherche cet sentiment de questionner, de questionner tout, d'avoir des questions, pourquoi, de ne pas être fatigué partout, d'être noyé. Et ça m'intéresse. Je voudrais me garder cette façon d'être vraiment avec des yeux ouverts
et sentir tout. Il y a en fait une écrivaine dont je t'avais envoyé le lien, tu sais, Christiane Singer, qui en fait a beaucoup travaillé sur la notion de l'enfance et qui parle justement de ce que tu dis là, de cette façon dont souvent en grandissant, on perd en fait ce don d'émerveillement qui est propre à l'enfance par effectivement les difficultés, les épreuves en fait de l'existence tout simplement. Et elle écrit quelque chose qui est des mots qui sont très beaux. Elle dit l'enfance, c'est la mémoire de ce que nous sommes dans notre profondeur et que nous oublions. L'enfance réveille sous les gravats de l'existence cette présence de l'être. Donc elle parle évidemment de ce goût de se laisser ébranler, de se laisser toucher par des choses profondes, ce qu'elle nomme en fait les dieux qui sont autour de nous. En fait, le sacré pour elle, c'est la douceur de la peau d'une femme, la beauté d'un enfant, d'un coucher de soleil. C'est ces dieux-là, en fait, ce sacré-là qu'elle évoque. Et du coup, elle dit que l'existence, c'est pour ça qu'elle parle des gravats de l'existence, que l'existence parfois nous mène à oublier cet état. Et c'est vrai aussi que dans la société, aujourd'hui, une société qui est effrénée par le rendement, la productivité, une société qui veut beaucoup plus parler d'avoir que d'être. La société actuelle, d'ailleurs, tout comme elle met à l'écart la mort et la vieillesse, va violenter en fait ce pouvoir d'émerveillement en nous inoculant des désirs factices, des désirs d'achat, des rêves surfaits. Et c'est vrai qu'il me semble que l'art a un rôle à jouer là-dedans, très important, de réactiver en fait. Et alors Oda, il y a ce tableau voilà, qui est là derrière nous et qui m'a fait beaucoup penser à ce que je viens de dire et qui étrangement, en fait je l'ai interprété moi comme une forme d'allégorie ou justement de cette violence faite à notre pureté et à notre liberté. Une lecture comme ça peut-être un peu politique. Et ça m'a fait penser aussi, alors tu en parleras, mais tu m'as dit que tu n'avais pas en tête ce travail, au photomontage de Joel Peter Witkin, qui a travaillé, par exemple, il y a une œuvre dont je me souviens, donc c'est des photomontages souvent en noir et blanc, un nu en fait qui est de dos, comme l'enfant, et qui, alors c'est une double référence au violon d'Ingres de Man Ray et à Ingres en fait, aux odalisques avec les nus avec les turbans, et la personne qui est très mince, le corps assez violenté, a des blessures en fait au niveau comme des ailes arrachées. Donc il y a vraiment chez lui un discours politique porté et une volonté. Alors je me demandais, Oda, chez toi, de manière peut-être aussi plus inconsciente, mais comment ce tableau ou d'autres peuvent renvoyer à cette question peut-être plus politique de... C'est une très bonne question. Oui, je sens que même l'école forme les enfants dans une façon qu'ils deviennent des gens qui fonctionnent et qui, dans la société, pour les raisons, ce qu'ils veulent. Je trouve que, par exemple, les dessins d'enfants, ils sont incroyables. Mais chaque enfant a des talents quand on voit les dessins de liberté, d'imagination. Et je trouve qu'avec le temps, avec le système, ça se ferme. Avec tout ce qui veut qu'on apprend, ça se limite. Et c'est une chose tellement triste parce que on devient quelqu'un qui... Je ne suis pas d'accord avec le système scolaire, pas du tout. Peut-être ça c'est une chose un peu politique. Je trouve que le trésor est là au début et après tout ce qui se sont... Oui, les valeurs, la façon d'être, oui, d'évaluer qu'est-ce que c'est, de diviser les choses entre littérature et mathématiques, et ce sont les deux grands. Mais il y a des
talents qui sont très très différents. Et je pense que la liberté, c'est une chose tellement précieuse de penser différemment. Absolument. Et que c'est très nécessaire, et que tout ce qui est, tout ce qui limite, je suis en fait contre tout ce qui limite cette potentiel. Et je suis fascinée par l'âme d'un enfant. Et en fait, il y a quand j'essaie de regarder les peintures, après j'essaie d'amener de la théorie et des textes que j'ai lus, et par rapport à cette question de l'ange, il y avait une figure pour moi qui était hyper importante par rapport à cette question aussi de peut-être politique du rapport à l'enfance. C'est un texte de Walter Benjamin qui a en fait écrit sur le concept d'histoire et qui a écrit en particulier sur une œuvre de Paul Klee, que donc tu as dû sans doute voir, qui s'appelle Angelus Novus. Et de cette œuvre-là, donc je partage avec vous, c'est un peu l'idée aussi de ces soirées, donc je vous donne le petit texte qui décrit le tableau. Il existe un tableau de Klee qui s'intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré, mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Alors c'est hyper intéressant parce que, en fait, pour Walter Benjamin, ce texte, il s'inscrit dans un texte en fait sur le concept d'histoire qui considère le rapport à l'enfance comme en fait une façon un désir d'émancipation qui s'inscrit dans un texte qui lutte contre le fascisme en fait et qui va justement essayer de reconnecter la question de l'enfance avec la notion de liberté et de vouloir se dégager en fait des conventions, des dogmes que les adultes et que les politiciens imposent en fait. Et du coup, pour lui, la notion d'enfance, elle est vraiment liée à cette idée de la notion d'histoire en fait aussi qu'il définit ici. Elle représente justement cet enfant qui est aux prises avec le passé et qui en même temps tend vers l'avenir. Donc la question de l'enfance chez Walter Benjamin, elle est vraiment moteur d'émancipation. Et dans cette question-là, Oda, il me semble que dans ta peinture, il y a en fait aussi quelque part une façon, à travers le rapport à l'enfance, mais aussi dans la façon dont tu vas volontairement transcender la question des conventions, de goût, de beau, de laideur, de ce qui attire, de ce qui repousse. La volonté, en fait, quelque part, de travailler avec l'inattendu, l'étrangeté, et que ça participe justement à cette question en fait de liberté par rapport à un monde qui nous enferme dans des conventions et dans des dogmes. Absolument. Absolument. Ça m'intéresse. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui est le même. Il n'y a pas deux âmes qui sont les mêmes. Et c'est tellement intéressant. Nous sommes tellement différents chacun. Et je trouve, je voudrais traite chaque chose que, je sais pas, par exemple les enfants, pour lui il n'y a pas un hier, il n'y a pas un demain, il y a maintenant. Quand il veut quelque chose, c'est toujours, quand tu as besoin d'expliquer, maintenant tu ne peux pas faire aujourd'hui, on va faire dans une semaine. Il y a la question, mais c'est cette chose d'être vraiment présent dans le moment et de ne pas,
Je trouve que nous vivons dans un temps où tout est calculé, on pense toujours au futur, on ne peut pas oublier le passé et tout ça devient tellement lourd. Mais le moment où on peut faire une vraie différence, ou faire un choix, c'est maintenant. Et ça m'intéresse. Et quand je fais mes choix pour chaque tableau, chaque détail c'est important. Et je ne travaille pas par faire des dessins avant. Je laisse cet espace d'imprévu. Qu'est-ce qui peut se passer? Comment je me laisse l'espace, la liberté de transformer le tableau et d'arriver à un certain moment où je laisse. Tu parlais de miracle aussi au dîner quand nous avons discuté à table. Au dîner ou au vernissage, je ne sais plus, tu as parlé aussi du fait de le plus beau moment que tu préfères, c'est quand tu es devant la toile blanche et que tout peut advenir. Est-ce que finalement aussi pour toi, l'émerveillement de l'enfance dont on parle ramène à cette magie en fait de la peinture et aux souvenirs que tu peux avoir de... Tu m'avais parlé de cette fascination de l'atelier que tu pouvais avoir pour ton père par rapport aux outils, à la matière. C'est vrai. Cette espèce de... Je trouve, oui, ce sentiment, ça m'arrive chaque fois. Toi et blanc, parce que tout est possible. Et j'aime, s'il y a une chose que j'aime penser dans toute ma vie, c'est que tout est possible. Et la peinture, pour moi, l'art, c'est cet espace où vraiment j'ai aussi le choix de faire, de choisir sans limite. Et oui, l'espace plus beau qui, quand je pense, c'était l'atelier de mon père avec tous ces petits pots de tempera, les pinceaux, mais c'était tellement fascinant. Et quand je suis aussi dans un magasin où on peut trouver tous les matériaux pour même construire des espaces, je sens, je trouve très excitant parce que ce sont les choses avec on peut créer notre réalité. Et même si on n'a pas beaucoup, on peut créer partout. On peut recycler des choses, ça me fascine. Ça me vraiment fascine. Est-ce que c'est un jeu qui vient d'enfant? Je ne sais pas. Mais j'imagine les choses différentes. Ça, je sais. J'imagine l'espace différent. J'imagine les vêtements. J'imagine le monde très, très différent. Oui. Mais je travaille avec la réalité. Je suis très présente. Oui. Je ne ferme pas les yeux. Et parfois, on me demande si ce sont les rêves. Oui. Ce ne sont pas du tout des rêves. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que dans la question d'après, j'ai amené une espèce de thèse. C'est très rare que j'écrive comme ça pour les discussions. En fait, ça m'a mené à essayer de chercher des petits textes, des citations. Et ce que tu dis là, ça me fait penser absolument à ce petite citation de Frida Kahlo que je trouvais... Parce que pour Frida Kahlo, on parle aussi beaucoup d'onirisme et de fantasme érotique. Et donc, Frida Kahlo dit « Je ne peins ni rêve ni cauchemar ». Toi, ça pourrait être ni rêve ni fantasme. « Je ne peins ni rêve ni cauchemar, je peins ma propre réalité ». Donc, évidemment qu'il y a de l'érotisme, du fantasme, du rêve, du cauchemar, même chez toi, de l'érotisme dans la peinture. Mais par contre, effectivement, je pense qu'il y a peut-être un écho beaucoup plus fort à simplement à la réalité que tu perçois du monde. Et en fait, dans ce morcellement du corps humain qui apparaît souvent morcelé, malmené, violenté, dans la façon dont tu représentes aussi les viscères, en fait, la chair, c'est plus les apparences, la peau, tu plonges complètement dans le grand tableau derrière nous, là c'est très, très, très présent. Donc cette réalité viscérale qui peut effectivement ramener à une forme à la question de la violence faite au corps aujourd'hui, elle a une dimension qui est tournée vers l'extérieur et ton rapport au monde. Par exemple, pourquoi tu grèves des éléments
on retrouve des corps objets, des femmes qui sont hybridées avec un téléphone portable, ou alors des références peut-être aussi à la guerre. Il y a la présence de la réalité qui est très forte. Oui, oui. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, je cherche aussi l'essence de tout ça. Et à cause de ça, je laisse quelques éléments tomber qui sont pour moi pas nécessaires pour expliquer, pour illustrer la date. Mais c'est vrai que c'était aussi cette exposition, c'était une réaction de tout ce qui s'est passé dans l'année dernière qui m'a profondément bouleversée. Et cette violence, cette incroyablement aussi le sentiment qu'on n'a pas la force de changer, qu'on est seul et il y a des grandes forces qui prennent le choix. Et ça m'a tellement... je me suis tournée vers la lumière. En fait, je me suis dit, mais si on imagine quelque chose, et si on est capable de donner un corps, de donner un visage, de donner une vision, un matériel, c'est déjà la moitié que ça devient réalité. Et dans une réalité où on est bombardé par les images, par les choses qui est juste... ils font qu'on perd l'espoir, qu'on se sent sans force de la changer, le voyage. Je me suis dit, bon, je vais faire exactement le contraire et je vais chercher dans qu'est-ce qu'on est capable. Parce que l'être humain, je pense très fort, qui est capable aussi d'aimer, mais dans un sens aussi sans limite. Et que cette force d'aimer, d'amour, peut aussi faire une grande différence. Et j'ai mis toute ma force et toute la douleur que j'ai sentie de tout ce qui se passe pas loin de nous, de le peindre, de le mettre sur la toile, précis, en même temps laisser aussi l'espace pour chacun de prendre la décision personnelle, qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce que ça change, si ça change quelque chose, si ça donne une autre façon de penser et de voir tout. Alors justement, dans ce regard que tu portes sur l'enfant, l'enfant, il y a la question de la maternité, qui est là représentée en particulier dans ce grand tableau que tu as vraiment dédié à, tu l'expliques, à la question de la maternité, de l'amour inconditionnel. Quand on regarde ta peinture de manière générale, on trouve dans la vision que tu as de la maternité des tensions. D'ailleurs, des tensions qui caractérisent toute ta peinture. Des tensions parce qu'on a à la fois le côté très doux. Je pense que, bon, pas besoin d'avoir été maman pour le sentir. En tout cas, peut-être, on ressent vraiment l'idée de la douceur. Moi, c'est ce tableau qu'on a derrière nous, là, avec la douceur du petit coude du bébé, avec ses cheveux de bébé qu'on a tous mis quand on est maman, ou même quand on a un bébé dans nos bras, le nez dans ce cou, pour sentir cette douceur, l'attention que tu as de bien détailler la finesse des petits cheveux. Donc, à la fois, on ressent une très grande douceur dans cette vision de protection. Ce tableau est magnifique avec cet enfant qui est protégé par cette figure hybride avec cette petite fleur dans la main, ce myosotis. Et en fait, à la fois, on a aussi les facettes beaucoup plus sombres de ce que peut être la maternité, comme un lien d'entrave, mais aussi comme une violence faite au corps.
tu as beaucoup représenté, enfin, dans certains tableaux, avec une grande violence, le corps déformé, mais aussi le corps endolori, bleui. J'ai ce souvenir d'un ancien tableau d'un corps encore rond, enceinte, allongé dans un paysage, avec des bleus, des hématomes, tu sais, donc qui nous ramène à cette idée de la douleur et de la violence que le corps subit à travers la maternité. J'ai une question, Oda, c'est que cette vision ambivalente de la maternité, elle a très peu été représentée dans l'histoire de l'art si l'on regarde l'histoire de l'art officielle, qui est de manière générale une histoire d'hommes. Et c'est vrai que ça a beaucoup bougé, ça, depuis, on va dire, les prémices de la modernité, avec des artistes comme, je sais pas, Suzanne Valandon, Louise Bourgeois ou Berline de Bruckner aussi, qui vont explorer les revers de la chair humaine et révéler à la fois la force et la fragilité. Alors, ce sont des regards de femmes que l'on considère féministes. Est-ce que tu considères en ce sens que, de manière, je dirais, naturelle, ton travail est féministe ou tu mets à distance cette étiquette? Moi, je trouve ça c'est un compliment. Je l'accepte. Où devient ça? Je pense qu'on ne doit pas oublier où nous sommes devenus. Nous sommes venus ici d'une femme qui a eu un incroyable pain, comment dire, douleur de donner notre vie. Et je trouve c'est une chose, je trouve qu'on est né plusieurs fois dans la vie. Et c'est bien de le sentir. Je pense que c'est très important de sentir parce que je pense qu'on meurt aussi plusieurs fois dans la vie. Et si on le sait, si on le sent, on peut être né encore une fois. Et je voudrais avoir ce moment de transformation, entre les différents mondes, ça m'intéresse. Il y a tellement de questions que chacun peut trouver des réponses. La science a beaucoup de choses. Maintenant, la science est la chose plus importante. La réponse est le plus... Ça, c'est la vérité. Mais je trouve qu'il y a il y a une vérité beaucoup plus ancienne et plus profonde qu'on a laissé derrière parce qu'on croit beaucoup plus tous les nombres et toutes les choses. Mais il m'intéresse tout ce qui n'est pas explicable, tout ce qui est en fait... oui, où il y a un miracle. Et justement, par rapport à la figure de l'ange, qui a donné le titre aussi à l'exposition, cette figure de l'ange, des figures ailées dans l'histoire de la peinture, c'est très présent. On a évidemment une reprise aussi des grandes mythologies. Dans la mythologie, la figure de l'ange est ce qui relie notre monde avec le monde des dieux. Et qui prend plusieurs formes. D'ailleurs, après, au 19e, par exemple, ça revient beaucoup chez les symbolistes ou dans le romantisme noir. Ça peut être plein de choses. La figure de l'amour, chez Hugo, l'ange, un très beau poème de Hugo dans les Contemplations. Ça peut être la figure, l'ange de l'histoire de Benjamin. Ça peut être l'ange destructeur des romantismes allemands, avec la faux qui arrive avec la mort. Pour toi, Oda, qu'est-ce que la figure de l'ange et surtout qu'est-ce qui t'a nourri dans ton musée imaginaire en termes de peinture ou de mythologie, peut-être par rapport à cette exposition qui est très liée à cette figure? Pour moi, l'ange, c'est nous. C'est ce que nous pouvons être. Entre la terre, entre le ciel,
il y a notre moment en matière ici. Mais moi, je sais pas, je sens qu'il y a aussi l'âme et l'esprit, le pensée, les sentiments qui ne sont pas en matière. Et parfois, je pense que nous sommes très limités par la terre. Il nous manque de voir tout en distance. Et ça, c'est une liberté. C'est une liberté de s'enlever et peut-être de voir son regard, pas le regard qui est donné par la société, par la presse, mais voir vraiment, je ne sais pas, est-ce que c'est nécessaire d'aller en haut comme un oiseau et regarde quand on va bien, on a demi-problèmes, mais quand peut-être un jour il y a la matière, le santé par exemple, qui te pose un grand problème, il y a un seul problème. Toutes les autres sont parties. Et je trouve qu'avec toute l'information, avec tout ce qui nous touche chaque jour, et nous regardons, et nous recevoir de réponses, nous ne sommes pas demandés les questions, mais nous recevoir des réponses avec nous. On essaye de comprendre, de digest. Et je trouve, oui, pour moi, les ailes sont là. Peut-être nous n'avons pas les plumes et tout ça, mais je pense que en fait, nous pouvons aller plus haut et on détacher de la terre, de cette gravitation, de chaque jour, de cette guerre d'émotions, de la matériel, et de penser, même pour un moment, si on a ce petit moment de réflexion qui fait part juste de l'âme, de son propre âme, ça c'est très précieux. Bien sûr. Après aussi, il y a une lecture qui s'ouvre, l'œuvre elle s'ouvre dans le sens, tu vois, le tableau du fond par exemple, avec là on parle de mythes et de figures ailées. Moi je pensais à Icare en fait, complètement revisité dans l'idée de cette fascination pour le soleil, tu sais, avec ce bébé qui serait complètement attiré par l'astre solaire et qui au lieu d'avoir ses ailes qui brûlent et au lieu de chuter et de mourir, en fait enrobe complètement l'astre. Et donc c'était, tu vois, une espèce de métaphore de notre rapport à la lumière, à la beauté. Oui, oui, je pense que chaque tableau, il y a un autre sentiment. Et là, c'était le sentiment d'être tellement léger et d'être juste rempli par lumière, par beauté, par tout ce qui est bon. Et d'être tellement léger parce qu'on n'a pas les autres forces. Et alors l'autre versant de ta peinture qui est lié en fait à la vie, à l'ange, à l'amour, c'est évidemment la présence, l'omniprésence de la mort et l'omniprésence aussi depuis les débuts du coup, qu'on regardait ensemble dès le début des années 2000, il y a en fait déjà la mise en scène avec le corps dans des lieux, et il y a le drap, le drapé, le voile qui effectivement peut nous faire penser à la tradition du linceul, donc quelque chose de funèbre. Et en fait, c'est intéressant parce que par rapport à ce qu'on se disait sur la société aujourd'hui, il y a effectivement quand même un mouvement de la société aujourd'hui à mettre à distance la question de la mort et de la vieillesse, de manière un peu comme ça symptomatique. Et ta peinture, au contraire, elle embrasse cette question de la présence de nos fantômes, de la présence de la mort. Est-ce que tu peux dire en quelle mesure ta propre expérience en fait de femme, tes propres souvenirs,
t'en nourris on nourrit cette obsession que tu as quand même de la présence de la mort. Parce que tu m'as parlé la dernière fois, quelque chose qui était très beau, de l'idée de on enveloppe un corps quand il naît et on enveloppe un corps quand il meurt. Oui, je trouve ce tissu blanc, tout commence avec, ça se termine avec quelque chose très, aussi comme le toit est blanc, avec qui je travaille. Ça m'est toujours très, oui, c'était pour moi toujours une grande question parce que chaque soir, quand on se ferme les yeux, il y a le noir, mais après ça recommence, les images recommencent. Mais la lumière, c'est, oui, la première chose quand le matin, quand j'ouvre les yeux, c'est cette partie de la seconde où je pense, mais quelle merveille! Je suis où? Je suis quoi? Mais quel incroyable miracle! En fait, chaque jour, il y a naissance et il y a la mort. Et je ne voudrais pas avoir peur. Je trouve que avoir peur, c'est la plus mauvaise chose qui existe. Et s'il y a... j'ai vu aussi, j'ai perdu des gens très importants dans ma vie. Et j'aimais avoir peur. Et je trouve que quand je suis encore là, quand j'ai la possibilité, j'ai des yeux qui peuvent voir, je peux voir toutes les couleurs, c'est un incroyable cadeau. Et dans tout, et dans les, oui, c'est aussi, tu me demandais la lumière, pourquoi c'est tellement important pour moi. Je pense qu'il n'y a pas deux tableaux qui ont la même lumière. Et là, je sais que, je ne sais pas si avec toi, avec vous, c'est comme ça, mais quand il y a un moment tellement important dans la vie, on n'oublie jamais la lumière, le son et tout ce qui est, qu'est-ce qu'on peut sentir. Et je ne peux pas juste prendre la peinture et la poser, parce que si on cherche exactement cette nuance de connecter avec un sentiment, avec ces choses qui est à l'intérieur, je ne peux pas laisser comme ça. Et je trouve, je ne sais pas combien de tableaux, parce que ça prend beaucoup de temps de le faire. Je vais être capable de créer. Mais chacun, c'est une opportunité de vraiment créer ce moment précis. Pour moi, c'est important. C'est important. Il y a quelque chose avec être là, être vivant. Oui, bien sûr, sur la présence. La présence et d'être très, présent de tous. Parce que tous ont un incroyable message. La beauté qui... Mais chaque personne, c'est un miracle. Et moi, je trouve... Quand je suis beaucoup seule dans l'atelier, quand je vois les gens, pour moi, c'est un grand miracle. Ouais. Alors, il y a le mélange aussi de la naissance et de la mort, ce que tu disais, qui était très beau. Et c'est marrant parce qu'il y a la présence de la plume, par exemple, beaucoup. Et quand on regarde la naissance et la mort, elles sont liées, en fait, dans beaucoup de religions. Le taoïsme, le chamanisme. Enfin, et la présence de la plume, je t'avais évoqué ce rituel chamanique, où, en fait, qui était très différent de l'idée du linceul chrétien, enfin, parce que c'est un rituel où pour le passage, pour guider l'esprit en fait après la mort, on prend un drap qu'on roule comme ça et qui symbolise le chemin en fait du défunt qu'on tient de deux côtés, et le chaman vient avec une plume, on brûle des choses dessus comme ça, et il vient purifier avec la plume ce drap qui devient du coup, ce linceul devient le passage vers une autre vie. Et donc ça, je trouvais que, je ne sais pas en quelle mesure
tu es peut-être nourri de philosophie, de religion, mais il y a quelque chose de cet ordre du passage, en tout cas, dans ton travail, qui est très présent. Tu m'as dit que tu lisais aussi des textes qui renvoyaient aussi à l'idée du passage. C'est vrai. Je lis très très peu. La façon où je prends l'information, c'est plutôt pour moi, ce sont les livres avec des photos et des images. J'ai toujours adoré. Et pour moi, lire, écrire, je fais, mais c'est très limité. Mais ma mère m'a parlé d'un livre depuis mon enfance. Et je fais des blagues parce que je ne trouvais pas, à ce moment, je ne trouvais pas très sérieux. Et ça s'appelait Le voyage de l'âme. Et c'est une psychothérapeute qui, comment on dit en français, Un psychothérapeute. Et lui, il a mis des gens qui avaient eu des problèmes physiques, mentaux. Il a mis avec comment on dit les gens dans un autre état où ils sont hypnotisés. Et là, il a créé un livre avec toutes les histoires qui lui sont données, mais pour lui, c'était intéressant le lien entre les différentes histoires et pas les vies avant, mais l'espace entre les différentes vies. Et c'est très intéressant, je trouvais fascinant parce que chacun essaie de l'expliquer avec les mots, mais on voit que ce sont des choses qui sont vues, ou peut-être imaginées, on ne sait pas. Mais il cherche des mots pour visualiser quelque chose qui n'existe pas ici. Et j'ai trouvé ce livre fascinant et j'ai lu dans un moment l'année dernière, c'était très difficile parce que ma maman n'était pas bien. Et moi, j'ai cherché le livre elle m'a parlé depuis mon enfance et ça m'a beaucoup, beaucoup donné. J'ai commencé quelques pages et je la laissais encore. Je n'ai pas lu, mais ça commence tellement. Je vais recommencer. Mais ce livre-là, j'ai trouvé magnifique. C'est une façon de voir en fait aussi différentes. Je trouve que dans la notion de s'émerveiller, ce qui est beau, c'est aussi le fait de voir ce qu'on a sous les yeux, mais de voir autre chose. Je pense à l'arbre, tu vois la figure de l'arbre, le motif de l'arbre que tu as représenté. Et j'avais noté en fait cette citation de Renoir, par exemple, parce qu'on parle beaucoup des impressionnistes, comme quoi ce sont des peintres qui ont peint ce qu'ils voyaient, or ce sont des peintres qui peignaient ce qu'ils ressentaient, et peignant ce qu'ils ressentaient, d'ailleurs c'est valable pour Monet, pour Renoir, faisait remonter en fait la mémoire profonde et voyait aussi à travers le paysage la mort, les mythes. Donc Renoir dit, ça me plaît beaucoup, on vous dit qu'un arbre n'est qu'une combinaison d'éléments chimiques. Je préfère croire que Dieu l'a créé et qu'il est habité par une nymphe. Bon, on sait l'amour de Renoir pour l'Antiquité, les déesses, la beauté, la sensualité, et tout ça, ça rentre dans ça. Mais en tout cas, il y a une façon de voir la nature, la mythologie, en fait, nous ouvre à ça. Toi qui as représenté dans un tableau quand même magistral, qui a été exposé ici dans une ancienne présentation du travail d'Oda, un arbre immense, encore plus grand que ce tableau. Oui. En quoi cet arbre, justement, pour toi, ouvrait au divin, à un monde... Je suis fascinée par les arbres, mais tellement. Et parfois, je le regarde et je vois le vent, et parfois, oui, il bouge, mais parfois, il n'y a pas le vent, et il bouge. Et je l'adore. Depuis mon enfance, je me suis promenée beaucoup avec mon père, mes parents, à la montagne. Et j'ai remarqué qu'il n'y a pas un arbre comme un autre. Chacun est tellement différent comme nous. Et
Je trouve les arbres, ils sont aussi, pour moi, c'est la vie, c'est aussi nous. Et je traitais ce grand arbre un peu comme notre civilisation. C'était le début de Covid, où tout était questionné. Est-ce qu'il y a en fait un futur? Je n'ai pas imaginé qu'on va s'embrasser à gauche, à droite un jour. Encore une fois, on le fait maintenant. Mais c'était un moment très, très intéressant pour moi. Je trouve les moments où tout peut aller dans une autre direction. Ils sont très, très intéressants. Et de le sentir et de savoir ce moment maintenant, ça peut faire un grand changement, un nouvel ordre du monde. Et là, c'était pour moi très, très, quelques ans très productif parce que le monde s'est un peu arrêté. Et j'ai eu un très bon moment pour bien travailler, être très, très concentrée et de regarder nous sommes où, nous pouvons aller où. C'était, oui, pour moi, l'arbre. Je voudrais faire une exposition avec l'absence de l'homme, en fait. Je voudrais faire un hommage de la nature. Et ça, je n'ai jamais fait parce que toujours, il y a quelque chose de l'humain. De l'humain. Oui, anthropomorphe. Oui. Anthropomorphe, nouveau mot dans ton lexique. Et alors, je voulais savoir, Oda, par rapport aux mises en scène, parce qu'il y a depuis toujours dans ta peinture un art de la composition et de la mise en scène, une façon de positionner les figures dans l'espace, de créer une étrangeté dans l'action, quelque chose de très étrange dans la lumière, dans l'incohérence en fait des associations d'éléments. On a du mal à lire un sens unique en tout cas. Je me demandais, est-ce que le cinéma t'a nourri dans cette question-là, et je pensais du coup au cinéma de David Lynch qui me vient là parce que dans cette idée aussi de l'intériorité je voulais savoir ça. Quelle importance? Oui, incroyablement. David Lynch, c'était quand j'étais petite, ça commençait et j'étais toujours avant la télévision pour ne pas manquer un seul moment. Il m'a beaucoup, beaucoup marqué, je suis sûre, parce que déjà comme la musique a commencé avec les titres, je suis dansée avant. J'ai vraiment... je le trouvais incroyable. Je trouvais cette chose qui laisse encore l'espace de faire travail à l'intérieur. Pour moi, c'est un réalisateur qui ne montre pas tout, qui ne donne pas des réponses. Oui. Et je l'ai trouvé elle donne comme les portes, et on peut les ouvrir, et on peut aller loin, et on peut se trouver dans un espace très personnel. Et pour ça, je sens une grande gratitude qu'il était présent pour moi. Je l'ai découvert quand j'étais un enfant et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est drôle parce que je n'aime pas généralement les films horror. Ça, je déteste, j'ai beaucoup peur et je n'aime pas regarder du tout. Mais je ne trouve pas du tout. Par exemple, les Hitchcock, je le trouve incroyable, très visuel, oui, très. Mais pour moi, ça me fait trop peur. Je peux pas. Mon cœur va. Je peux pas. J'adore les comédies. J'adore rire, en fait. J'adore Louis de Funès. Mais cinéma, je suis très jalouse parce que le cinéma, il a
la musique, il y a le mouvement, il y a la vision, il y a la peinture, mais qui est en mouvement. Et je trouve si un jour je ne peux plus peindre, je vais faire de fait, bien sûr. Mais ça, je trouve que peut-être c'est moins dur. Parce que là, si on pense chaque tableau est un film, j'ai besoin de choisir un seul moment. Et ça, c'est ce que je peux donner. Mais c'est peut-être bien parce que le reste du film, c'est à vous. Et il y a souvent d'ailleurs dans les mises en scène, un peu moins dans l'expo aujourd'hui, des figures témoins, des figures qui sont sur le côté, qui observent, un peu comme moi je pensais aux figures chez Gauguin qui veillent les morts, là, un peu étranges sur le côté. Quelle symbolique elles ont pour toi, ces figures-là tutélaires, un peu mystérieuses, qui regardent? Je me demande pourquoi, parce que tu as raison. Et ça arrive. Et très souvent, ils sont un peu comme sur une scène. Et la vie arrête. C'est le moment où la lumière tombe et quelque chose va se changer. Je ne sais pas pourquoi il y a ces personnes qui sont là. Ils sont les voyeurs et ils sont présents pour constater tout ce qui se passe. Je n'ai pas de réponse, encore. Ça me rassure. Alors, on a deux petits tableaux ici que je voulais évoquer, parce ils ouvrent et ils ferment l'exposition. Deux petits tableaux que j'aime énormément, parce qu'ils sont un peu particuliers, je trouve, dans le presque rien, je dirais, par rapport évidemment au grand format et à la peinture d'Auda qui peut être riche. Il y a un nu, une figure ailée, seule, dénudée au centre d'un champ, et cette aile piquée comme ça. Alors on pense au champ de bataille, on pense à la guerre, on pense à la paix. Tu m'as dit que l'un des tableaux était inspiré par un dessin. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que représente, même si ça reste de l'ordre pas vraiment du savoir, mais qu'est-ce que pour toi suggèrent ces deux peintures? Je vais parler de quelques sentiments. Quand je ferme les yeux et je pense avec quoi j'ai commencé de le peindre. C'est vrai, le petit tableau vert au début de l'exposition, peut-être c'est la fin de l'exposition, c'était ce sentiment qu'un jour, on ne va pas prendre rien avec nous. En fait, toutes ces choses mercantiles, toutes les choses, mais on même pas prendre un stylo. On va être nu et en fait, tout ce qu'il y en a est vraiment possède. Pour moi, le pensée, le sentiment, c'était les choses à l'intérieur. Ces choses, que nous sommes en fait tout nus. Mais oui, c'est un peu perdre de temps avec tout ce qui nous essaie de ressembler, d'être. Mais oui, qu'est-ce que ce dessin qui m'a inspiré, c'était, je me souviens que de la titre, j'ai oublié le nom d'artiste, mais c'était en allemand, c'est Andi Schönheit. En français, c'est un hommage à la beauté. Et c'était différent de ce que je fais, mais c'était aussi l'idée d'être seul dans un monde, on vient seul, on part seul, sans de valise. Et c'est une essence, j'ai mis presque, oui, le temps que j'ai mis pour un grand tableau, c'était le même de faire les petits, en fait. Et là aussi, c'était mon façon de dire, oui, paix. C'est vraiment de le poser et que ça peut être peut-être un L. Très simplement. Dans la question du portrait aussi et de la façon dont tu représentes la figure humaine,
Il y a quelque chose de très important, on finira plus ou moins là-dessus, sur une dernière idée après, mais sur le fait que ça s'inscrit dans un mouvement comment la modernité a un peu remis en question la tradition classique du portrait, qui était donc une vision unitaire, liée à la question du pouvoir et surtout une représentation effectivement unitaire de la figure humaine, et que la modernité a fait bouger, en fait, a fait exploser cette représentation de la figure humaine qui devient une figure morcelée. Donc comme dans ta peinture, on a une figure morcelée qui prend acte en fait des bouleversements qu'on a connus depuis les génocides jusqu'à des crises identitaires, des crises religieuses, toute une somme de bouleversements qui fait que la représentation de la figure, elle n'est plus possible en fait de manière classique parce que le monde il a bougé. On sent dans ta peinture évidemment quelque chose comme ça qui travaille à la fois avec certains archétypes du classique, mais qui va les déconstruire, les travailler avec un souffle baroque en fait, presque maniériste aussi dans les lumières un peu étranges. Oda, cette façon de représenter la figure humaine, donc si je résume un peu ce que tu as dit, ça, pour toi du coup c'est le reflet plus de l'intériorité, des facettes qui nous constituent, ce qui caractérise aussi tout un champ de la modernité en fait, art brut, surréalisme, c'est la question de l'intériorité qui ressurgit. Est-ce que, pour aller plus loin, moi il me semble que dans si on part du principe que ça peut être aussi une forme d'allégorie du vivant, donc du lien entre la vie et la mort, en fait, il y a quelque chose comme si on ne pouvait pas figer l'être, parce que si on le fige, on le nomme, et en fait on le voit et il disparaît aussitôt. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de folie de la modernité à vouloir saisir le côté impermanent et fugace en fait de la vie, mais plus que de l'identité, vraiment du vivant. Et je me demande en fait si la notion de transformation est très présente dans ton travail. Et j'y ai repensé parce que je me suis dit au début, peut-être je voyais aussi la question de l'érotisme, la question de... Et en fait, on voit à quel point, avec le temps, avec toute ton œuvre, c'est secondaire dans la peinture. Et on voit cette question de la transformation, en fait, la transformation du corps. Ça nous pose des questions, je dis allégorie de la vie, sur c'est quoi parcourir une vie humaine en fait, et pourquoi, ce qu'on se disait au restaurant, c'était très beau ce que tu m'as dit sur pourquoi on vieillirait pas comme on est, on vieillit et puis on meurt. Pourquoi la transformation du corps? Et ce que ça signifie la transformation du corps quand vous avez vécu, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire des gens que vous aimez qui deviennent malades et qui changent physiquement. Ça veut dire qu'on est beau et qu'on devient moche, en fait. Ça veut dire qu'on est fort et qu'on devient fragile. Cette notion de transformation, elle est très belle. Et du coup, je trouve qu'elle incarne vraiment ta peinture, qui est une peinture de tension, en fait, entre des écritures différentes, entre des échos à la spiritualité et en même temps au viscéral. En quoi, pour toi, en fait, cette tension qui est dans ta peinture renvoie à cette impermanence du vivant? Moi, je ne connais pas un être vivant, un animal qui a tellement le désir d'être quelque chose de différent de soi-même comme l'homme. L'homme essaie avec toute la force, toute la science, toute l'intelligence artificielle, d'être quelque chose de différent, de se transformer. Et c'est dans notre nature, je pense que c'est profond de nous, et avec tout ce que nous pouvons faire, avec la médecine, c'est intéressant. Est-ce qu'on cherche d'être immortel, de rester toujours en constante, en chose qui ne change jamais? Ou est-ce qu'en fait, le rêve est d'être tout le temps quelqu'un de différent? Par exemple, avec la mode, avec de se changer le sexe, de changer peut-être son désir de vivre son vie.
Et ça me pose beaucoup de questions et je le sens aussi à moi, à l'intérieur. Et parfois, quand je me lève le matin et je regarde, je suis ça. Mais c'est intéressant parce que si on n'a pas de miroir, je ne sais pas comment on va s'imaginer en même. Je pense que chaque jour, on peut être en fait quelqu'un de différent parce qu'on a des différents sentiments, des différentes pensées. Mais oui, je trouve tout ça, je pose des questions là et il m'intéresse tout ce qui est évident et tout ce qui est caché, qui n'est pas visible. Et entre ça, je cherche la vision entre les deux. Et dans cet intangible, en fait, j'aimerais terminer sur je reviens sur l'auteur dont je vous ai parlé en début de discussion, Walter Benjamin, qui a donné lieu d'ailleurs à une magnifique... c'est Georges Didier Huberman qui a beaucoup repris sa pensée et qui, avec aussi Aby Warburg, qui a beaucoup écrit sur les notions de temporalité et de tension dans la peinture. Il y a quelque chose de très beau qui est évoqué par Walter Benjamin et qui me semble résonner très fortement avec tout ce qu'on vient de dire et avec ta peinture. C'est en fait la notion de tension entre le sidéral et le viscéral. Quelque chose qui revient aussi, qui remonte à quelque chose de très lointain. Et il évoque en fait, donc Walter Benjamin écrit sur le drame baroque, et c'est pour ça que je parlais de souffle baroque aussi dans ta peinture, en ce sens, il évoque en fait le drame baroque comme une histoire philosophique, où la notion d'image renvoie à la notion d'origine, en ce que les deux nous renvoient en fait à nous permettre d'appréhender ce qui, dans notre réalité, ce qui, dans l'histoire, associe des hétérogènes, des choses en tension, passé, présent, sidéral, le ciel, le mystique, le viscéral, l'organique, le corps. Dans ça, il évoque Goethe, il évoque les romantiques et les héros romantiques qui sont déchirés entre le mystique, le ciel et puis les histoires de cœur, le viscéral en fait. Et il évoque encore quelque chose de plus ancien, il remonte l'idée d'origine de l'image et il va chercher en fait, à l'époque où les sociétés antiques, comme le faisaient les Grecs, vont lire les divinations, vont lire la divination en fait, ce qui n'est pas encore écrit du coup, dans le ciel mais aussi dans les viscères. Et du coup vont chercher en fait c'est comme si c'était une forme d'origine de l'image qui serait cette recherche d'une présence en fait qui ne passe pas par les mots, une présence qui ne passe pas par les mots et qui permettrait de relier, de nous permettre à nous ici de relier ce qui en fait fait tension dans nos vies et donc de mettre du sens, de relier notre passé, notre présent et de relier le sidéral et le viscéral. Et je me suis demandé si ta peinture travaillait avec en fait cette notion, tu vois, de faire corps avec le mystique, le sidéral et le viscéral, et si finalement tu concevais en ce sens l'art comme quelque chose qui guérit, au sens, je dirais presque chamanique, de Beuys, qui guérit les âmes et les corps, qui guérit les maux du peuple, les maux de la société, et qu'il guérit, qu'il pense, parce qu'il relie justement, qu'il nous permet de relier ces choses, tu vois, du mystérieux, du mystique et du viscéral. Et est-ce que tu penses que du coup l'art serait comme une porte, bon, je tire loin l'image, mais serait comme une porte ouverte, une façon d'entrevoir en fait, de lire quelque part dans notre corps le ciel. Tu disais les anges c'est nous, de trouver dans notre corps le ciel et c'est Dieu dont tu parles, un peu comme les sociétés lisaient la divination dans les viscères. Ça serait une espèce d'écho comme ça et du coup qui renvoie à un sens profond et un peu sacré, quoi. Je crois profondément que l'art peut être tellement l'espace où on a besoin pour s'arrêter, pour se trouver. Dans un monde qui est
beaucoup de bruit qui est en permanence, qui demande et qui ne laisse pas réfléchir nous-mêmes et sentir nous-mêmes. Et je trouve que oui, je pense absolument oui, ça peut être une porte où on a ce moment de calme. Et l'espace entre le tableau et entre l'observateur, là quelque chose passe. Et je crois à cet espace et je crois que c'est une chose très personnelle avec chacun. Je ne crois pas qu'il y a une formule, je ne crois pas au concept, je ne crois pas à tout ce qu'il faut faire, tout ce qui est obligé, je déteste. Et je trouve qu'il y a une liberté, il y a un trou, il y a une porte qui peut s'ouvrir. Et oui, quand c'est... On est juste avec le regard, là, avec les yeux, et on parle en fait pas avec le tableau, mais il y a une conversation. Une présence qui est de l'ordre de justement, qui n'est pas de l'ordre des mots. Et je trouve que c'est très beau que tes peintures, elles font tout. C'est une peinture figurative, mais qui fait tout pour mettre à distance en fait le narratif quelque part, dans l'idée de cohérence d'une histoire. Tu utilises des bouts de choses comme un rêve, tu vois, une espèce d'association libre qui fait qu'on est... donc on va chercher... les choses, elles remontent, on verra chacun une mémoire qui va remonter, mais en tout cas, il n'y a pas un sens qui est figé comme une histoire ou comme... Donc c'est de l'ordre de cette présence mystérieuse. On revient à cette idée de la magie que tu évoquais en début de discussion. Alors j'aimerais en fait terminer cet échange par la lecture d'un petit... Alors, c'était très difficile parce que cette poète, Ingeborg Bachmann, que j'aime beaucoup, en fait, donc toute personne qui tombe a des ailes, qui en fait est une autrice qui à mon sens, résonne énormément avec la peinture d'Oda parce qu'elle s'est attachée à aller chercher cette union en fait, du sidéral et du viscéral. Il y a quelque chose de chez elle de profondément tourné vers l'obscur, vers la mort, les choses vraiment viscérales, la perte, et en même temps quelque chose d'hyper mystique et vraiment de lumineux, de tourner vers la lumière. Alors j'ai beaucoup hésité parce que entre le court et le long, alors je vais vous faire la version courte, j'ai beaucoup hésité parce que dans sa poésie, il y a du coup en tension, parfois dans un poème tu as la tension entre l'ombre et la lumière, et parfois plutôt la question de l'enfance qui revient beaucoup. Et donc il y avait un très beau poème, mais long, sur la question de l'enfance, Oda, que tu liras, du coup je te le prêterai, qui a donné ce titre, Toute personne qui tombe à des ailes, qui est pour moi, en fait c'était ce tableau-là, je trouvais que c'était une belle... Alors du coup je vous lis juste un petit poème qui s'appelle « Après des jours gris » et qui effectivement est un peu un chant, une ode à la vie, pris dans l'obscur et que je trouve assez beau. Après des jours gris. Être libre 1 heure seulement, libre, loin, comme des chants nocturnes dans les sphères célestes, et voler très haut au-dessus des jours, voilà ce que je voudrais, et chercher l'oubli. Au-dessus des eaux sombres, glaner des roses blanches, donner à mon âme des ailes, et, ô Dieu, ne plus rien savoir de l'amertume des longues nuits, où les yeux s'ouvrent grands d'étonnement devant la détresse sans nom. Des larmes sur mes joues témoignent des nuits de démence, du bel espoir délirant, du souhait de briser les chaînes et de m'abreuver de lumière. Voir la lumière 1 heure seulement, être libre 1 heure seulement. Oh. Wow, merci. C'est très beau. Merci à vous d'être venus ce soir. On vous souhaite du coup de vous émerveiller d'être vivant. Voilà, c'est déjà un grand programme, un vaste programme. Juste un mot.
Absolument. Vous avez dit, je vais vous lire une ode à la vie. Et si on entend, c'est une ode à la vie. Absolument. Et vous voyez, c'était même pas fait exprès. Merci. Merci, Merci bonsoir. à vous.